Alors, est-ce qu'Anaël arrive? Alors, tout de suite. Bonjour. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Tu me vois bien là? Oui, je te vois, ça va. Tout va bien. Nickel. Comment vas-tu? Je te vois bien. Oui, ça va, oui, je te vois bien, ça va. Bah écoute, très bien. Ouais, il y a 200 personnes qui sont venues sur le live ce soir. Énorme. Bah, c'est parfait. Ouais, Ouais. c'est génial. Franchement. Pour une première, je m'en félicite quand même. Parce que. Et bravo. Merci beaucoup, c'est super gentil. J'étais en train d'ouvrir mes cadeaux, bien évidemment. Comment? J'étais en train d'ouvrir mes cadeaux. Ah, c'est quoi comme cadeau? Ouf, il y a des trucs. Des vêtements surtout, j'aime bien les vêtements, moi. Par exemple. Non, moi Pardon, j'aime bien les trucs qui coûtent bien cher, tu vois. Moi je suis un riche. Ouais, j'aime bien les trucs de riches. Ah oui, Non, je rigole. d'accord. Salut Thomas. Salut Pierre qui est là. Jean-Claude, on est ensemble. Cédric, Big Up. Et puis bah Anaël évidemment qui est dans la diffusion. Anaël qui a eu 17 ans hier. Bon anniversaire frérot. Merci. Ça avec plaisir. Ah je te jure on a eu des talents aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, c'est ce que c'est... j'ai entendu parler, effectivement. Apparemment, ça a bien marché, c'est cool. Ouais ça va, ça a fait ça. On est de ouf. J'espère C'est vraiment génial. que. J'espère vraiment que demain ça sera pareil. Même si j'y crois moyen, parce que dimanche, bon, le lundi il y a cours et tout. Pour ça, je pense que les lives, je ferai le vendredi et le samedi. De toute façon, il n'y a rien à la radio ces 2 jours-là. Donc, Ah bah pourquoi pas. là, je vais tester au moins cette semaine. Puis ensuite, on verra ce qu'on a. On verra bien ce qu'on a. Écoute. Là, je vais voir si je gagne des personnes, des abonnés. J'imagine. Oui, du coup. Carrément. Ouais. Bon. Belle soirée ce soir, ça va. Ouais, franchement, t'as fait quoi de beau ce soir? Oh, bah, j'ai fêté mon anniversaire comme d'habitude, mais non, c'était surtout hier soir, moi, que j'ai pas mal fait de trucs. Salut Gaëtan. Comment vas-tu? Salut. Bonsoir Gaëtan. Salut Gaëtan. Mais c'est bien parce que je me dis que ce genre de live ça peut agrandir ma communauté puis ça peut agrandir la communauté. Gagne tout à l'heure il y a Lily qui est passée en première. Franchement Lily c'était une de mes préférées ce soir. Elle est passée dans le live. Elle a gagné 16 abonnés. Ah bah c'est pas mal ça. J'étais quand même fier. Ouais j'étais content pour elle. C'est que du mérite hein. C'est que du mérite. Carrément, franchement bien. Après j'ai bien aimé tout le monde hein, mais c'est vrai que Lily et Carla en chanteuse ça a été mes 2 préférées quoi. Ouais. Que Carla tu vois la gère la. Oui Carla aussi. D'accord. Ok. Ouais c'est bien. Bah écoute, la prochaine fois je regarderai avec plus d'attention parce que c'est vrai que ce soir, bon, j'ai pas trop eu le temps. Mais. Bah ouais, bon. du coup j'ai dit bon bah tant pis je vais démarrer directement avec quelqu'un de la musique. Parce que de base je voulais faire intervenir en premier parce que voilà c'était ton anniversaire et tout donc je trouvais ça normal. Je t'aurais fait intervenir pour souhaiter la bonne anniversaire et tout ça, on aurait fait un petit truc radiophonique. Un grand merci à tous ceux qui sont passés sur ma page Facebook parce que j'ai plein de messages. Merci Steph d'ailleurs qui est là. Je sais qui est là. Merci Gaëtan aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Coucou, pas l'anniversaire là, c'est plus mon anniversaire, s'il te plaît, les messages d'anniversaire. Il est minuit 10, ça fait 10 minutes que je sais plus mon anniversaire. Mais en tout cas, merci à tous, merci pour les messages, ça a été trop cool, il y en a eu plein. Donc merci à vous. Ouais. Merci à vous. Et d'ailleurs, en cadeau d'anniversaire, est-ce que quelqu'un aurait pas un coiffeur à disposition? Parce que là, ça commence à devenir vague. Il y a encore une petite, hein, je dis bien, il y a encore une toute petite humanité quand même. C'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est bien, toujours ouais, bien présente. Et bon, c'est ouais, rigolo, mais sur nos lives. Comment ça, on voit pas ma tête? Non, là, on voit pas ta tête, là, effectivement. Ça. Comment ça? Oula. Changer l'appareil photo, peut-être. Là, c'est bon? Ah, là, on voit. Ah. Bizarre. Mon appareil photo, il s'était changé tout seul. Bon, écoutez. Alors, puis après, c'est une bonne soirée aussi aujourd'hui. Oula, mec, on a de la drague là. J'ai une tondeuse, je m'occupe de ta tête si il faut. Ou alors ça peut être une tentative de meurtre aussi. Non, bref, non, ça, elle est mariée, donc c'est pas la façon de la dire. Mais en tout cas, je veux bien qu'elle me tombe la tête. Bah, ou alors le je m'occupe de ta tête, ça peut être je m'occupe de ta guillotine aussi. Aussi, oui, mais. Non, dédicace à toi, Steph. Merci d'être là en tout cas. Je regarde les messages aussi en même temps. Moi aussi.
Salut A3 tiré du bas 650. Bon. Dédicace. Puis voilà, en fait. Alors du coup, on a forcément maintenant parce qu'il est quand même minuit. Mec, j'ai pris un screen tellement je suis fier d'avoir fait 200 personnes sur mon live. Pas mal. Bien Ouais. joué en tout cas. Bah en vrai, j'y croyais pas trop, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est la première. À 11h, je vais devoir terminer en fait. Bah ouais, alors à minuit, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne qui demandait. Du coup, je fais, bon, allez, tu sais quoi, on va conclure avec Guillaume. Et après, on prendra Naël pour faire une petite nocturne. Exactement. D'ailleurs, c'est quoi la nocturne? J'ai envie de la faire dans le noir. Oui, c'est vrai que c'est très. Bah ouais, Ouais, mais ça fait chier parce qu'après, c'est pour YouTube. Ouais, tu me diras, je vais peut-être pas la reposter cette vidéo là. J'aime bien l'idée, moi. De Je vais juste me mettre mon bureau parce que sinon. l'idée de ta nocturne dans le noir? Ouais. Bon, ça Bon, sort bah, pas. c'est parti, voilà. Hop, on voit plus. Bon, de toute façon, je pense que celle-là, je la remettrai pas sur YouTube, ça sert à rien. Attendez, je me mets à ma place. Il y a juste le live Instagram Un Incroyable Talent que je reposterai tout à l'heure. Seigneur, laisse tomber. Salut aux nouveaux qui viennent d'arriver. Big up à vous. On est ensemble. Ah bah voilà, là, Merci, Aurélien, mais de rien. je suis à mon bureau de président de la République. Salut Julien qui vient de rejoindre le live. Big up à toi frérot, merci d'être là. Par contre, mon bureau est à l'envers. Ah merde, pourquoi? Mais parce que je pense. Hop. Oh mince. Voilà. Comme ça, vous allez me voir déménager le bureau en même temps que vous ne voyez rien. C'est pas grave, ça. Salut Lexi tiré du bas officiel. Ah bah t'as raté l'émission talent. Dommage. Lexi. Bah tu passeras demain si tu veux, tu viendras nous faire une petite minute. Parce que là entre ouais, franchement c'était grave bien entre 9h et 9h30 et minuit là, on était. Franchement ça va, hein, j'ai quand même fait longtemps, j'ai quand même tenu 3h30 là. Lourd. Bah écoute, non, mais... Anaël il va nous chanter un petit truc s'il veut. bien sûr, oui. Salut Emile, comment vas-tu? Bon, je vous rappelle que c'est la nocturne, donc la nocturne on l'a fait dans le noir, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Voilà. Alors moi, je vais pas fermer ma lumière tout de suite parce que sinon je vais me péter la gueule. Hein. Moi ça va, je n'aurais pas besoin de la lumière. Quoi qu'il arrive, bon, je suis tranquille là-dessus. Ah bah voilà, c'est bien là. Là on est bien. Salut Emile, salut Laurent. Comment allez-vous? Putain mais là j'ai l'impression d'être un présentateur télé. Ah c'est parfait. Bien. Perfect. Voilà, là je suis un peu on va dire Emmanuel Macron quoi. C'est ça. Bonsoir voilà. Monsieur Macron. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue pour cette nocturne. Bonsoir Sam Tigram. Ethan qui dit j'avais pas vu ton live, j'étais concentré sur un moment. Oh, c'est pas grave frérot, t'inquiète, j'ai eu 200 personnes. T'inquiète pas. Mais j'ai des tics. C'est-à-dire, comment c'est des tics? Moi non plus. Ah, des tics de langage ou des tics de prononciation? Des gestes. Moi c'est des gestes, moi j'ai beaucoup de tics au niveau des gestes. Je fais n'importe quoi des fois. Moi je fais des bras d'honneur un peu comme ça des fois. Moi tu sais quand j'ai le briquet de la chicha dans la main, je le tourne sur lui-même en fait. Tu sais, je le mets sur mon doigt, je le tourne sur mon doigt. Alors pardon, j'ai une déclaration présidentielle à faire parce que Steph nous demande que nous annoncez-vous monsieur Anaël Macron. Eh bien, Anaël Macron. messieurs, dames, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Les annonces de ce soir sont très claires. Nous sommes en guerre. Nous allons retrouver le confinement qui a stoppé la France quelques mois auparavant. Je vous demanderai donc de ne plus sortir de chez vous et surtout de ne plus aller baiser des putes.
Nous allons donc être obligés de restreindre pour la première fois l'utilisation d'objets sexuels dans les pharmacies. Vous ne devrez plus faire l'amour à partir de 22 heures. Et en outre, nous interdirons totalement l'utilisation de boules de geisha pour vous faire du mal. Je vous remercie. Vive la France. Je me suis rigolé parce que là c'était mort. Je vais le mettre sur Insta. Non, non, non. Non, non. Ah là là, putain. Obligé, je la remets sur Insta, ça, obligé. Ça a été Non. bon. Ça, c'est mort, pas sur Insta. C'était drôle, arrête, c'est trop marrant. Oui, mais non. Anaël Macron, quoi. La parodie. Avec plaisir, Madame Steph. Alors, Monsieur Spera Ali Lemine, vous êtes journaliste. Vous venez à ma conférence de presse pour me dire que vous souhaitez interdire la chicha. Vous êtes devant des millions de personnes et vous le savez, la chicha n'est pas un objet extrêmement Morgan, la chicha, elle va être allumée juste après Gann. utilisé. Voilà. Alors, vous le savez peut-être, nous avons, pour la première fois, fumé de rouinge au gouvernement. Pourtant, je vous demanderai de rester poli. Merci beaucoup. Je suis une fille. Ah, eh bien, vous êtes une fille, donc vous devez savoir que la chicha est un produit dangereux. Ouais, Et bah là, pas pour moi. c'est écrit partout. Fumer, fut. Pour les dyslexiques. Je vous remercie. Vive la France, vive la République. Ah non, là, tu l'as fait à l'envers. Bah, Morgan, moi, la chicha, pour moi, c'est pas interdit, Gann. Vous pouvez bien évidemment continuer. Je vais prendre les questions des journalistes qui sont ici présents ce soir à cette conférence de presse. Et j'y répondrai évidemment avec plaisir avec mon Premier ministre qui se trouve juste au-dessus. Tu me vois bien, là, hein? Oui, je vous vois bien. Ah, donc vous avez dû voir mon petit objet dans mes mains. C'est sûrement un god. Exactement. Un gros god bien puissant. Un gros god qui fait mal. Un gros god qui brûle. Alors excusez-moi, je surveille que je suis bien centré sur la caméra pour permettre de voir, puisque je suis Anaël Macron, le corps de Dieu que je possède, le corps de Jupiter. Et Jupiter est une planète très grande et très volumineuse. Eh bien, ça permettrait tout de même de vous faire remarquer que je possède les abdominaux de Dionysos. Merci. Ah mais crois-moi qu'une canette Jupiter dans l'anus ça fait mal. Hein. Faut demander aux filles qui sont sur ce live, peut-être qu'elles connaissent. Absolument. Et d'ailleurs, je préciserai que je fais une dédicace à Kim Glow sur ce dossier. Ouais, on fait dédicace à la chatte à chips. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Et bien évidemment, je vais aujourd'hui vous faire un billet d'humeur. Allons-y. Qui s'appelle le ministère du rire, de l'humour et de l'histoire drôle, raconté le 29 décembre 2017 par Monsieur François Morel, des meilleurs chroniqueurs radio de l'histoire de la radio française. Attention, nous nous plongeons dans le bain. Nous sommes donc le 29 décembre 2017, quelques jours après Noël. Le jingle. Avant de faire cette chronique, je me permettrai de vous préciser, chère Madame Serra Yamine, bon, cher Président, quels genres d'établissements seront fermés?
Eh bien, je vous le dis tout clairement, nous allons principalement fermer les bars à putes. Alors, justement, je vais chercher une chronique qui date du 21 novembre. Alors, 10 novembre. 24 novembre, parfait. Attention, voici le questionnaire de satisfaction. Est-ce que vous êtes... Nous sommes prêts. Et vous êtes... Déjà, le client est roi. Ce qui me déplaisait passablement parce que j'estime qu'on est en République, mais depuis quelque temps, le client qui avait fonction de monarque est devenu critique, contrôleur, inspecteur, procureur, juge, arbitre, goûteur, dégustateur, délateur, espion, accusateur, rapporteur, indicateur, agent secret, autant de professions que personnellement, j'ai toujours refusé d'endosser. Parce que c'est une nouvelle manie. Chaque fois que vous recevez un colis, un artisan, chaque fois que vous passez par un magasin, un hôtel, un service quelconque, chaque fois que vous avez dû donner votre adresse mail quelques jours plus tard, vous recevez un questionnaire de satisfaction. Je ne suis pas un donneur de points, de notes, d'étoiles, de satisfecit, je ne suis pas un cocheur de cases, nom, prénom, âge, situation familiale, profession. Est-ce que je vous pose des questions, moi? Non, je ne vous en pose pas. Je vous en pose, c'est vous qui m'en posez. Depuis quand êtes-vous client de notre société? Quel est le sens de votre question, déjà? Vous voulez évaluer ma fidélité? Vous voulez savoir si j'ai vieilli, si je suis volage, si je vous ai trompé avec d'autres? Taisez-vous. Rangez votre question, je n'ai rien à vous dire. Vous ne saurez rien, je suis une tombe, je suis un secret bien gardé, je suis un sphinx. Par ailleurs, je suis une énigme, un mystère, mais aussi un livre ouvert, un secret de polichinelle pour ceux que j'aime. Estimez-vous avoir été correctement conseillé par le vendeur? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si j'ai quelque chose à dire au vendeur, je lui dirai moi-même, directement et entre quatre yeux. Car si je trouve que j'ai été mal conseillé par ce vendeur, figurez-vous que je suis assez grand pour le dire moi-même sans passer par son DRH. Par ailleurs, je vais vous dire une bonne chose. Si j'ai un reproche à formuler parce qu'il y avait des souris dans les placards, des taches sur les draps parce que le plombier est parti avec ma femme, le chauffagiste s'est trompé de branchement, parce que le service en cristal de Bohème a été jeté assez peu précautionneusement par-dessus la barrière de chez moi, soyez rassurés. Vous allez en entendre parler et pas qu'un peu. Et à chaque fois que l'on m'envoie un questionnaire, c'est parce que, dites-vous, vous voulez me satisfaire un maximum. Qu'est-ce que vous avez besoin de me satisfaire au maximum? Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Rien du tout. Moi qui n'aime rien, de plus parfois la sensation de presque rien, de l'inachevé, de la nuance, de l'insatisfaction permanente, mais indulgente, qui a moi chacun son vice, chacun sa méthode, chacun sa préservité, me donne envie de continuer, de recommencer, de remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier. Arrêtez de justifier ces questionnaires par ma satisfaction personnelle. Vous voulez vraiment savoir comment me satisfaire, espèce de questionnaire de satisfaction? Faites-moi une branlette espagnole. Merci. Fin de l'histoire? Oui. Ouais, c'était cool. Hein. T'en as pas une autre à nous faire? Oh, mais j'en ai plein. Je vous conseille d'ailleurs cet ouvrage, je le disais dans tout début de chronique. C'est le livre de François Morel, je n'ai encore rien dit. Ce sont des chroniques éditées entre 2017 et 2019 par François Bouc. Et elles sont disponibles sur la FNAC, voilà. Et ça s'appelle Je n'ai encore rien dit. C'est un très beau cadeau de Noël de l'année dernière. Et je vous le conseille énormément parce qu'il y a plein de chroniques à l'intérieur qui sont très intéressantes et qui reviennent sur les faits d'actualité. Même si ça s'est déroulé entre 2017 et 2019, c'est pas grave. Ça reste quand même énormément dans l'actu. Ah bah écoute, c'est très sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Ça fait un petit peu ça fait un petit peu les histoires que nous racontaient nos parents le soir. J'aime bien, ça rappelle ça rappelle un peu l'ancien camp. J'aime beaucoup. Alors... T'as pas des histoires un peu parodiques comme ça, tu sais, comme le Groenland, ou je sais pas, comme le Groenland, pardon. Un truc comme ça, il faudrait dire un truc, tu me fasses des trucs parodiques. Toi, avec ta voix, ça passerait trop bien. Parodique. Ouais. Alors, bah justement, aujourd'hui, nous allons faire l'interview post-mortem de feu Charles Aznavour.
Ce matin, je me dispenserai de faire une chronique, puisque j'ai la chance d'avoir en ligne et en direct Charles Aznavour, qui a décidé de m'accorder ici sur France Inter sa première interview post-mortem. Merci. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Charles, vous êtes arrivé au paradis des grands artistes depuis 4 jours. Quelles sont vos premières impressions? Très bonnes. Vous savez, je me sens bien n'importe où, du moment que j'ai un stylo et du papier pour écrire des chansons, parce que le secret, c'est le travail. Même dans l'au-delà, c'est ce que je dis aux jeunes. Il faut continuer à travailler. De toute façon, il faut toujours être dans l'au-delà de ses capacités. Mais, monsieur Aznavour, vous n'avez pas peur de vous ennuyer au paradis? Pas du tout. Je n'y avais jamais mis les pieds. J'ai donc beaucoup de choses à y découvrir. J'ai chanté un peu partout dans le monde et dans toutes les langues. Je n'avais jamais chanté au paradis, mais je compte le faire dans les jours qui viennent. Vous avez déjà des projets de concert? Absolument. Je ne compte pas rester inactif. Ce sera pour moi l'occasion de refaire des duos avec des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Charles Trenet, Frank Sinatra, Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Edith Piaf. Vous allez faire au paradis un grand concert avec tous ces artistes? Oui. En arrivant, j'ai pris tout de suite rendez-vous avec le bon Dieu pour lui en parler. Directement? Vous savez, je préfère avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints. Il est très sympathique, il ne serait pas contre le projet, mais il semblerait que ce ne soit pas si facile que ça à organiser, parce que toutes ces personnalités ne sont pas forcément résidents du ciel. Certains sont au purgatoire, mais la plupart en enfer. Je ne désespère pas d'obtenir des dérogations afin de les faire venir ici au moins le temps du concert. Je sais par exemple que le diable lui-même ne serait pas contre l'idée de se débarrasser de Johnny pendant quelque temps. C'est arrivé chez le diable, il paraît que l'enfer est devenu un foutoir. Charles, un petit regret personnel. Vous aviez promis à votre public terrien votre présence sur scène et sur terre le jour de vos 100 ans. Il semblerait que vous n'allez pas tenir cette promesse. En effet, j'ai réfléchi. Je me suis dévoué pour cette fois-ci. C'est essentiel qu'il y ait des disparitions régulières de chanteurs importants. Ça donne l'occasion à France Inter de diffuser un peu de chansons en langue française. Un dernier mot pour nos auditeurs. Vous savez, ce soir encore, moi j'ai 20 ans, je caresse le temps depuis le paradis, comme on joue de l'amour, comme on joue de la vie, ne comptant plus les jours qui ont fui dans le temps. J'ai fait tant de chansons, de rêves envolés, en donnant du courage à ceux qui en manquaient. Je ne suis plus perdu, je sais où habiter, je reste dans vos cœurs toute l'éternité. Merci beaucoup, Charles. Et voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Un deuxième extrait du livre donc, que je vous conseille ce soir, François Morel, je n'ai encore rien dit, des chroniques entre 2017 et 2019, à retrouver sur le site franceinter.fr et sur le site de la FNAC et Amazon. D'autres conseils de livres ce soir? Comment? Des livres à retrouver également en version audio, bien évidemment. Ah, pas mal, ça c'est cool. Bah oui, parce que le lecteur audio c'est Anaël. Alors, En vrai, toi t'es bien comme conteur, hein. Tu lis super bien. alors, j'ai ici une petite sélection de livres que je vais appeler les livres de mes anniversaires. C'est au fur et à mesure du temps, on m'a offert de nombreux livres. Et il faut savoir que, évidemment, les livres que je vais vous présenter ce soir sont tous disponibles en librairie audio sur toutes les applications qui s'en occupent. On va dire. Alors, Audible, la plus connue. dont Audible, bien évidemment. Alors, j'ai le premier que j'ai sélectionné, il s'appelle Georges et les secrets de l'univers. C'est un petit bouquin de poche, pour ceux qui veulent le lire avec le bouquin. Voilà. Il est à peine, il n'est même pas à 7 euros. La dernière fois que je l'ai vu, il était en livre de poche à 5,50 €. Donc je vous invite à aller le voir, et en livre audio il est un peu plus cher, mais n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est très très bien. Je vais vous en lire un passage d'ailleurs. Je vais vous lire l'intro, comme ça je vais rien vous spoiler. Alors, d'ailleurs ça correspond bien avec la nocturne, parce que ça part pas mal du monde de l'espace, de la nuit. Ah, j'aime beaucoup. Alors c'est le premier chapitre. Voici les premiers mots de ce livre qui s'appelle « Georges et les secrets de l'univers ». C'est de Lucy et Stephen Hawking. Et je vous invite à aller le voir, et en livre audio, il est un peu plus cher, mais n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est très très bien. Je vais vous en lire un passage d'ailleurs. Je vais vous lire l'intro, comme ça je vais rien vous spoiler. Alors, d'ailleurs ça correspond bien avec la nocturne, parce que ça part pas mal du monde de l'espace, de la nuit. Alors c'est le premier chapitre. Voici les premiers mots de ce livre qui s'appelle « Georges et les secrets de l'univers ». C'est de Lucy et Stephen Hawking.
qui était un grand physicien. Alors, c'est parti. Le nouveau Pierre Bellemare, ouais, effectivement. Oui. Les cochons ne disparaissent pas comme ça, pensa Georges. À l'entrée de la cabane vide, était-il victime d'une illusion d'optique? Il ferma les yeux, les rouvrit aussitôt. Non, les grosses fesses boueuses de son cochon rose n'avaient pas réapparu. En y regardant de près, Georges se dit que le pire répondait. La porte du fond était entr'ouverte. Quelqu'un avait oublié de la fermer. Est-ce quelqu'un? C'était lui. Georges, le dîner sera prêt dans 1 heure. Tu as fait tes devoirs? J'arrive, maman, répondit-il, d'une voix faussement enjouée. Ton cochon va bien? Lança-t-elle, depuis la cuisine. Oui, oui, mentit Georges, qui manqua de s'étrangler. Il improvisa aussitôt quelques grognements, pour lui faire croire que la vie suivait son cours dans le jardin, où s'épanouissaient des quantités incroyables de légumes et surtout dans le cabanon où vivait, avant sa mystérieuse disparition, un énorme cochon. Georges grogna encore pour la forme. Il devait tenir sa mère à l'écart du jardin jusqu'à ce qu'il retrouve son cochon, le ramène sous le bras et verrouille les 2 portes du cabanon. Après seulement, il pourrait rentrer dîner. Comment allait-il s'y prendre? Eh bien, comment allait-il s'y prendre? C'est la suite du premier chapitre du livre Georges et les secrets de l'univers que je vous invite à découvrir, qui est disponible sur Audible, sur le site de la FNAC et bien évidemment sur le site Amazon. Mais préférez quand même les sites de vos petites librairies si vous en avez. N'hésitez pas à aller le chercher également dans les librairies en click and collect qui sont actuellement disponibles dans votre ville. Si vous habitez à Toulouse, préférez les librairies du centre-ville qui sont très intéressantes. Et préférez aussi des petites librairies qui pourraient être autour de chez vous. Une idée de cadeau de Noël. Deuxième conseil du soir, c'est Scully Fourberie de Derek Landy. Alors ça, c'est un livre très très sombre que je vous conseille énormément. Je vais vous lire... J'aime beaucoup, moi, les livres sombres comme ça. Ah, c'est vrai que il est très sombre et disponible également en livre audio. Alors je vais vous lire la 3e de couverture, ensuite je vous livrerai le début du livre. À la mort de son oncle, Stéphanie Edgley, 12 ans, hérite d'une vaste propriété. Un étrange individu fait irruption lors de la lecture du testament. Emmitouflé dans un long manteau, le visage caché par des lunettes noires et un chapeau, il s'appelle Scully Fourberie. Détective privé, dandy sarcastique, mais aussi squelette. Il lui apprend que son oncle a été assassiné et quelle est peut-être la prochaine sur la liste. Je vais vous lire le début de ce livre qui m'a marqué particulièrement parce qu'il faut savoir que ça c'est le premier. Mais je ne vais pas vous présenter les prochains. Il y a 5 tomes en tout, donc je vous invite à aller les voir. C'est un livre qui est extrêmement intéressant et que je n'hésiterai pas d'ailleurs à mettre sur mon compte Instagram. Je mettrai quelques extraits de livres régulièrement parce que j'ai une bibliothèque qui est très fournie ici. Et donc je vous inviterai le week-end à suivre quelques lectures de mes livres préférés. Un cochon qui fait sa crise d'adolescence, quelle horreur. C'est ça. J'ai une petite question à te poser, Mister Anaël. Oui. Est-ce qu'un de ces 4, tu pourras venir, on monte sur un live et tu nous lis le livre de Koé parce que faut qu'on le lit celui-là. Alors, je vous le conseille aussi, pour ceux qui veulent pleurer. Alors. Ouais, moi je veux bien, si tu, je sais pas si là tu serais chaud pour le lire, mais parce que moi du coup j'ai pas forcément les moyens d'aller l'acheter. Et ça fait 2 ans que j'essaie de trouver quelqu'un pour m'aider à le lire. J'ai jamais trouvé. C'est pour ça que je te demande si t'es chaud là pour qu'on le lise tous ensemble ce soir. Alors, on peut commencer déjà. Ouais, c'est bon, je devrais faire un chapitre. Alors, donc, voilà le livre donc, de Koé, qui s'appelle Sébastien Koé, t'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne, édité chez Robert Laffont, évidemment. Un très bon livre que je vous conseille énormément, qui est très épais. Il fait près de 400 pages, il fait quasiment 400 pages. Pages très exactement. Le temps de lecture de ce livre, pour moi, c'était 3 jours. Vous, si vous lisez vite, ça peut très bien être 12 jours. Moi, je l'ai lu assez lentement, effectivement. J'avais commencé en début d'année, je l'ai terminé en fin d'année. Parce qu'après, en fait, j'ai été happé. Le début est un petit peu mou. Mais c'est normal, parce que c'est vraiment l'explication. Donc on va passer à Scully Fourberie après, mais d'abord on va commencer par celui de Koé. Comme ça, vous aurez une petite idée. Et on recommencera peut-être. Mais d'ailleurs non, on va finir par Koé.
On va finir par Koé, j'en ai encore quelques-uns parce que sinon il y a des gens qui vont partir et ne vont pas avoir les autres idées parce que regardez, il y en a encore quelques-uns. Je vais le faire rapidement sur Scully Forbury. Donc voilà, Scully Forbury, je vous ai dit le résumé de derrière, donc Scully Forbury disponible bien évidemment. Là actuellement il est plus en librairie puisque c'est un livre qui date un tout petit peu. Il date des années 2012 je crois. 2012 et même peut-être avant. Attendez, je vais regarder. Autant pour moi, il a été édité en 2007. En 2007. Bon, moi j'y vais alors, bisous Aurélien et Monsieur le Président. Bah écoute, à bientôt et merci d'être passé. Bisous, alors, merci d'être là. On va rester là. Autre livre que je vous conseille avant de commencer, t'es habillé comme tout le monde mais tu ressembles à personne, n'hésitez chez Robert Laffont, le livre de Koé qui est sorti l'année dernière. Voici Roald Dahl, le grand géant, pardon, le BFG. C'est un excellent livre. Alors celui-là, pour précision, il est en anglais. C'est une sélection anglaise qui est très très bien écrite. Et d'ailleurs, bon, bah, la version française est extrêmement bien écrite. Donc je vous invite à aller le voir aussi, également disponible sur la FNAC, et puis sûrement dans les librairies. Donc privilégiez, je vous le dis, n'allez pas, si vous avez vraiment pas envie de vous déplacer, si vous habitez loin d'une ville, que vous n'avez pas de librairie, et que la librairie qui est peut-être dans votre village ne possède pas de Click and Collect, préférez la FNAC, mais en attendant, si votre librairie a du Click and Collect, allez-y, si vous avez une librairie proche de chez vous, si elle est à côté, allez-y, allez acheter chez eux. Un autre livre en anglais, James and the Giant Fish. Un excellent livre de science-fiction, pareil, bah, à peu près comme tous les Roald Dahl, édité pareil, voilà, chez Penguin, chez Little Penguin. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et il est évidemment disponible en e-book lors de l'achat du livre. Donc vous pouvez acheter le livre et l'e-book en même temps, comme ça vous coûte si... Oula, bah oui, ça a été, bah oui, parce que ça c'est des livres que j'ai achetés à Londres. Donc ce sont des livres, donc c'est 6,99 livres, donc on doit être à 7-8 euros. Voilà. Bon, celui-là je vous le présente plus, c'est l'un de mes livres préférés. Le Cid de Corneille, un excellent bouquin, une excellente pièce de théâtre que je vous conseille de lire absolument. Là, je pense que c'est même pas je vous dis de vous l'acheter, vous tapez ça sur internet, vous allez dans la librairie qui est proche de chez vous, qui fait du Click and Collect, allez-y et vous pourrez le retrouver. Et puis le dernier, bon bah évidemment, Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Ah ouais, celui-là. C'est normal, il faut aller l'acheter. Alors celui-là pareil, il est en anglais, il a été acheté à Londres. Donc là il est pareil à 6 livres 99, mais bon, vous le trouverez que de bons souvenirs écoliens. Bah oui, ça c'est sûr, oui. Ça c'est mes souvenirs aussi à moi. Et je vous invite également donc à aller le commander. Donc si vous avez une librairie proche de chez vous, n'hésitez pas, le Click and Collect est là. Et heureusement qu'il est là parce que sinon nos librairies crèveraient. Merci. Alors. Ah ouais, c'est vrai que ça rappelle beaucoup l'école et ça fait vraiment plaisir ça. Ça rappelle la petite époque quand on était jeune. Alors, nous passons à la demande d'Aurélien, qui est le livre de Sébastien Coé, qui est paru l'année dernière, en 2019. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Alexandre. Merci. Salut Alex. Merci d'être là ce soir. Voilà, je te présente Aurélien qui est juste au-dessus. Il fait l'émission avec nous le matin. Moi, j'avais kiffé le journal d'Anne Frank à l'école. Ah oui, bah ça. Alors là, ça, je vais te dire, le journal d'Anne Frank, moi, j'ai adoré aussi. Mais je trouve l'histoire tellement poignante. Vraiment, elle est géniale. Donc oui, effectivement, c'est un conseil que je peux vous donner aussi. J'y avais pas pensé, mais j'avais regroupé quelques idées là, dans ma fiche. Mais sinon, oui, évidemment. Voilà, ça c'est génial. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai, Alexandre, je l'avais dit. Et voilà, enfin, moi j'adore. En tout cas, le journal d'Anne Frank, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Avec aussi celui que je vous conseillais tout à l'heure, c'était les chroniques de François Morel. Je n'ai encore rien dit, des chroniques entre 2017 et 2019 que je vous conseille énormément également, qui est un vraiment très bon livre. Alors Aurélien m'avait demandé tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait faire une petite lecture du début du livre de Sébastien Coé, T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne, édité chez Robert Laffont, qui est sorti en 2019. Alors moi je l'ai lu. Je l'ai lu 2 fois.
Parce que la première fois, j'ai pas compris. Il y a plein de trucs qui m'avaient échappé parce qu'en fait, j'avais pas du tout assez de culture et assez de culture sur Koei pour comprendre son livre. Parce que le livre de Koei, il faut savoir un truc, c'est que c'est vraiment dédié à ceux qui le suivent énormément. En fait, on comprend beaucoup de choses sur Koei, donc si tu lis pour la première Moi, fois... je le suis depuis 10 ans, donc ça va. Normalement, je suis borné, je suis bien. Si tu découvres ce livre pour la première fois, tu vas te dire, tu vas comprendre qui est Koei. Tu vas te dire, oui, bon, ok, Koei, c'est un animateur radio, il a eu plein de problèmes dans la vie. Mais quand tu vas chercher dans sa biographie, quand tu vas chercher vraiment au plus profond de ce qu'il connaît lui, et ben là, tu vas être surpris. Parce qu'il y a plein d'anecdotes là-dedans que simple personne qui ne connaît pas Koei ne peut pas comprendre. Mais par contre, quand tu le connais un petit peu, tu commences à tout comprendre et là, tu commences à pleurer. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Ah, il y a moyen que j'ai peur, ça c'est clair que là... On va commencer par le premier chapitre, comme ça vous pourrez vous faire un petit peu une idée. Alors, donc, comme je le rappelle, ça a été édité chez Robert Laffont. C'est malheureusement pour l'instant plus disponible dans les librairies, plus disponible en Click and Collect. Peut-être qu'il y a encore des librairies qui le font, mais pour l'instant, en tout cas là où j'ai regardé pour vous conseiller ce soir, c'est pas le cas. Alors ça a été écrit avec Yves Quitté, parce que bon, Koei c'est quelqu'un qui écrit très bien, mais il avait quand même besoin d'aide sur le côté rédactionnel. Normal, c'est un animateur, de toute façon. Qui a été aidé par Yves Quitté, qui est un journaliste. Voilà. Alors, c'était édité, oui, ça je l'ai dit, édition Robert Laffont. Voilà. Alors, ça commence par une citation. La vie est un rêve, faisons une réalité. Et là, dans ce livre, en fait, ça va prendre tout son sens. Bonsoir Yasmine. La vie est un rêve, faisons une réalité. C'est totalement ce que Koei a fait pendant sa vie. À Valmont et Ivana, mes plus belles fiertés. Nous sommes donc au premier chapitre, ça c'est le début de la première lecture. Le premier chapitre s'appelle Le début de la fin. Sans le vouloir, je rejoue mon premier one-man show. Celui où, au tout début, je meurs dans un accident de voiture. Seulement, en ce jour maudit de mars 2014, tout est affreusement réel. Je meurs pour de vrai alors que je n'ai pas encore 42 ans. Tant pis, j'ai eu une belle vie. Allongé sur un lit en ferraille blanche, recouvert d'un pâle drap jaune, je suis hypnotisé par le plafond immaculé. Le bruit du goutte à goutte et le bip-bip de l'électrocardioscope me berce. Je n'ai rien d'autre à faire, car j'ai interdiction de bouger dans mes bas de contention. Sinon, je meurs. Check-up. Cela ne ressemble pas à une chambre d'hôpital, plutôt à une salle de surveillance truffée de caméras. Mais cette fois, je ne passe pas à la télé, ni dans une émission de télé-réalité, même si tout est bien vrai ici. Comme mon ennui, et cette infirmière qui vient prendre mon pouls tout en vérifiant que les fils plantés dans mon corps sont encore reliés à cette machine infernale. Avec sa bonne tête de nurse anglaise, elle me fait la causette pour m'occuper et me rassurer. Vous ne buvez pas? Et vous ne fumez pas? Bon, ça devrait aller. Qu'est-ce que je fais là alors? L'habit blanc fait l'infirmière. Chaussée de crocs roses, elle se veut forcément optimiste. Déformation professionnelle oblige. Et, comme pour confirmer ses propres paroles réconfortantes, elle me débranche un truc toutes les 3 heures. Elle est accompagnée d'un stagiaire à qui elle confie la mission de la prise de sang. Cela ne vous dérange pas? S'il a été assidu au cours de cette année, non, ça ne me dérange pas. C'est qu'elle est très très fan de vous. Tellement fan que la pauvre jeune fille tremble de partout au moment de me piquer. Je fais un peu moins le fier lors du scanner. Le simple fait de m'imaginer enfermé dans un tube me panique. Moi qui suis sujet à la claustrophobie. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, monsieur Koei, me lance la manipulatrice. Je vais vous injecter de l'iode. Certains ne le supportent pas car il peut y avoir une impression de chaleur entre la gorge et les testicules. Mais ne vous inquiétez pas. À force de l'écouter me le répéter, je commence justement à angoisser. Surtout quand j'entends un bruit sourd provenant du pouce-seringue qui est sorti de son logement. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Coincé dans ce cylindre, je ne peux m'empêcher de sourire du rocambolesque de la situation avec ce médecin qui fait tout pour me rassurer alors que tout déconne dans sa machine. C'est un peu l'histoire de ma vie. J'arrive à trouver les trucs drôles en toute situation.
Étrangement, tombé au creux de ce matelas trop dur, je reste serein, voire zen, même si, depuis que je suis arrivé dans cette clinique pour VIP, on peut en mourir est la phrase que j'ai le plus entendue. N'ayant fait encore aucun malaise en 2 jours et 2 nuits dans cet environnement inhospitalier, je peux réfléchir, faire le bilan de mes 42 années d'existence. Je suis lucide et un poil pessimiste vu la situation. Cependant, je reste en paix avec moi-même car j'ai une belle vie. Cela dit, si je devais mourir maintenant, j'arriverais là-haut en râlant. C'est quand même un peu tôt. J'ai encore 2-3 trucs à faire sur Terre. Pourtant, j'ai vécu 10 fois plus de choses que tout ce que j'aurais pu imaginer à l'époque où, gamin, je me la coulais douce dans la petite ville de Marle en Picardie. J'ai eu 2 beaux enfants, j'ai connu de belles années de mariage, j'ai exercé les métiers dont je rêvais, j'ai connu la griserie de la Seine, j'ai bien gagné ma vie, j'ai pu m'offrir tout ce que je voulais, des voitures, des montres et des voyages, mes passions et globalement, j'ai été en bonne santé. Jusqu'à présent. J'ai eu 1000 vies. Pourquoi aurais-je le cafard alors qu'une saloperie de gros caillots est susceptible de m'empêcher de respirer? Au moins, cela fera taire cette infatigable lignée. Est-ce parce que j'ai côtoyé la mort très jeune que j'en ai pas peur? Esprit, es-tu là? Deuxième partie du chapitre 1. Depuis pas mal de temps déjà, j'ai une petite marotte. Je consulte une voyante. 1 fois par mois au moins. Plus pour me distraire que par une réelle et sérieuse volonté de connaître mon avenir. Je ne pense pas que ce soit du mysticisme. Mais je ne crois pas en grand-chose. J'ai pourtant été longtemps enfant de chœur et membre de la chorale de l'église de Marle. Plus pour faire plaisir à mon père, ni croyant, ni pratiquant que par conviction. J'ai vu défiler un certain nombre d'arnaqueurs pseudo-voyants et un peu m'ont bluffé. Jusqu'à ce que je voie Jean-Pierre Paya, officiant à l'époque sur la même radio que moi à Royan. Quand j'ai pris la décision de partir tenter ma chance à Paris, il a prédit que je connaîtrais mes premiers succès sur Fun Radio. Bingo! Aujourd'hui, c'est un ami qui a sa propre émission sur MFM à Paris. Je suis très content pour lui, d'autant plus que nous ne sommes jamais perdus de vue. Une autre voyante m'a scotché, il y a 3 ans. Une Antillaise, prénommée Michel et recommandée par une amie. C'est cette copine qui a pris rendez-vous pour moi en mentionnant juste mon prénom, Sébastien, de façon que Michel n'ait pas le temps de consulter Wikipédia. L'ami en question a juste oublié de me dire que sa voyante bleue habite dans le fin fond de l'Essonne à plus d'1 heure de Paris. J'arrive enfin devant son petit pavillon. Je sonne. Un homme m'ouvre en se présentant comme le mari de Michel. Et tout à coup, il s'arrête net. Il m'a reconnu. « Michel, viens, il y a Koé qui est là !» Tous deux sont excités comme des enfants, allant au cirque pour la première fois. Ça commence bien. Avant de démarrer, ils tiennent à m'offrir le café. Puis Michel et moi finissons par nous retrouver enfin dans sa pièce, en tête-à-tête pour la séance. Elle m'annonce que sa spécialité est d'entrer en contact avec des personnes disparues. Sans 3 heures pour se concentrer, elle m'annonce tout de go qu'elle voit un monsieur dans la pièce. Il porte une veste, il semble assez strict, dur même, mais très gentil aussi. Puis elle ajoute « Ce monsieur me donne toujours le même chiffre, 20. Cela signifie-t-il quelque chose pour vous ?» J'ai beau chercher, je ne vois pas. Elle poursuit. Il me dit aussi de vous dire que vous avez 20 ans, que vous êtes dans une petite pièce et que vous êtes très triste. Et là, je prends une claque monumentale. Je me souviens de moi, comme ça, prostré au moment où j'ai appris la mort de mon père. Sans s'apitoyer sur cette émotion qui doit me défigurer, Michel enchaîne. Il me dit de vous dire qu'il est toujours là, qu'il est avec vous et qu'il vous suit. Il trouve que vous avez une vie incroyable. Il pense que vous vous êtes éparpillé, mais que vous êtes en train de revenir à de vraies valeurs et aux vraies choses de la vie. Effectivement, je vis une année un peu compliquée. Nous sommes séparés, ma femme et moi, tout en continuant à vivre ensemble. Un peu paumé en ces temps troublés, j'ai souvent l'impression de sortir d'un tambour de machine à laver. Je commence tout juste à refaire surface en me raccrochant à ce qui me constitue. Mes enfants, mes vrais amis, mon métier, mes week-ends de Touquet, mon époque flambe, belle voiture et belle montre et révolue. Puis, après avoir tapé juste, Michel m'assène le coup fatal. Il me fait dire que lorsque vous êtes venu lui dire au revoir et que vous l'avez embrassé une dernière fois dans cette petite pièce, il était là. Et pour détendre un peu l'atmosphère, il poursuit. Il voudrait que ce soir,
Vous buviez un coup à sa santé. Elle se met à rire. Ah non, il vient de me dire que vous n'aimiez pas le vin. Je dois faire partie, en France, des 0,0001% des hommes à ne pas aimer le vin. Comment peut-elle savoir que j'en ai quasiment jamais bu? Ensuite, elle évoque rapidement ma mère en m'assurant qu'elle aussi est là, mais plus discrète. Peut-être parce que la mort de mon père est intervenue à un âge où je m'en rendais vraiment compte, alors que celle de ma mère a été plus soudaine. Autant d'éléments troublants qui me font sortir de chez Michel pour le moins bouleversé, à la fois nostalgique, triste et heureux d'avoir retrouvé mes parents. Des retrouvailles qui se sont déroulées à un moment de ma vie, vers 42-43 ans, où je commence à me sentir vraiment seul. De ce côté-là, le divorce n'arrange rien. Il m'achève même un peu. Je n'ai plus de femme, plus de parents, et je n'ai ni frère ni sœur. Sans vous la faire pleurer dans les chaumières comme le Rémi de Sans Famille, je n'ai personne de très proche vers qui me tourner. J'ai même pensé à consulter un psy. Seulement, être allongé avec quelqu'un derrière moi me pose un réel problème, comme vous le constaterez plus tard. En réalité, c'est de mon père et de ma mère dont j'ai vraiment besoin à ce moment précis. Ce sont eux que je voudrais appeler pour demander conseil. Le fait que Michel m'ait mis en relation avec eux m'a boosté. En fin de compte, je ne suis pas tout seul. Pourtant, j'ai beau essayer de me réconforter, j'éprouve toujours ce pincement au cœur car ils n'ont jamais été présents pour réellement voir mes enfants, Valmont et Ivana, mes émissions, mes one-man shows. J'aurais adoré pouvoir les inviter et leur réserver les meilleures places. Depuis longtemps d'ailleurs, je fais un rêve. Je reviens à Marle pour offrir une voiture à mon père. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, un peu. Sans doute pour le remercier et lui faire plaisir, car il aimait bien les bagnoles. J'aurais voulu lui faire profiter de ma réussite matérielle, lui qui en a pas mal bavé. Mais bon, je suis sûr qu'il aurait refusé de toute façon. C'est ça qui me gêne et me manque le plus en fait. Ce sentiment diffus de ne pas avoir eu le temps de le remercier. Lui qui me répétait si souvent avec amour « T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne ». On ne dit pas assez merci dans la vie. Je sortais à peine de l'adolescence auto-centrée quand il est mort. Une relation inachevée. Que l'on croit ou pas en ces phénomènes paranormaux m'indiffèrent, car ils sont bien là. Je ne sais pas pourquoi je continue à aller voir des voyantes. C'est peut-être une sorte de jeu, mes séances de magicien à moi, une envie d'être bluffé, comme si je les mettais au défi de trouver quelque chose de réel sur moi, sur mon avenir. En attendant, je me retourne sur mon passé. C'est la fin du premier chapitre de T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à... continuer là parce que j'étais en train de me poser là. J'étais en train de kiffer. C'est la fin du premier chapitre. Alors, si vous le souhaitez, on peut faire le deuxième chapitre dans un instant. Je vais juste aller boire un coup parce que ma gorge est explosée. Ouais, soif aussi moi. Faut que j'aille remplir ma bouteille. Bon, je reviens, ne bougez pas. Ouais, restez connectés les gars, je vais aussi partir du seconde, je vais aller boire aussi un coup, je vais aller remplir ma bouteille. Restez là, hein, bougez pas, on revient avec le deuxième chapitre. S'il y a des nouveaux qui viennent, dites-leur qu'on arrive. Nesta, je compte sur WhatsApp. Merci les refs. Je suis de retour. J'ai vu quelqu'un qui disait arrête de parler. Eh bien, c'est tout simple. Pour que j'arrête de parler, il te suffit de faire quelque chose de génial. Appuie sur la croix, juste en haut, et tout d'un coup, tu ne m'entendras plus. Oh là là. Et ça, ton père s'achève maintenant. Comment, si vous le souhaitez, me faire? Vous souhaitez que j'arrête de lire des livres. Il suffit tout simplement de cliquer sur la croix juste. Et là, magie, je ne serai plus là et je ne vous casserai plus les os. Et ça, c'est pour le moins magnifique, chérie.
Alors, je vais revenir sur ce que je vous présentais tout à l'heure avant votre rapport. Je présentais quelques livres que vous pourriez offrir si vous le souhaitez à Noël. Alors ça, c'est mes 2 plus gros conseils qui sont arrivés en cours de live et qui n'auraient peut-être pas suivi. Je vous conseille donc Scully-Forbery, qui est un livre qui est dit, disponible chez vos libraires et bien évidemment en click and collect. Je le sais, les librairies en France ont fermé. Eh bien, je vous invite quand même à essayer de... qui est extrêmement intéressant et qui fera réfléchir sur la manière de voir les esprits. Je suis de retour. Et bien évidemment, je vous invite également à lire Georges et les secrets de l'univers, dont j'ai vaguement lu la première partie tout à l'heure, et je vous invite à rester, puisqu'avec Aurélien, nous allons découvrir le 2e chapitre du livre de Sébastien Coé, T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. J'aime beaucoup ce genre de soirée comme ça. C'est apaisant. On fera ça. Franchement, c'est hyper apaisant. J'aime beaucoup, vraiment. Attention, nous sommes sur le chapitre 2, Fils unique de parents uniques. Waouh, c'est beau. Je suis né à la Notre-Dame de Saint-Quentin, juste avant qu'elle ne ferme. Serait-ce une coïncidence? Soit ils ont vu le beau bébé que j'étais et se sont dit qu'il ne ferait jamais aussi bien, soit, à l'inverse, ils ont constaté les dégâts et en ont conclu que si c'est pour faire un truc pareil, autant fermer l'hôpital. Toujours est-il que moi, qui ai passé la moitié de ma vie à animer des matinales, je suis né en fin de journée. Mon père avait 40 ans et maman 38, ce qui, en 1972, n'était pas top. N'allez pas croire pour autant que je suis un accident. Par la force des choses et de la nature, je suis plus un fils unique, très attendu et donc désiré. Deuxième partie du 2e chapitre, tardif mais désiré. Après un court passage dans cette maternité de Saint-Quentin, charmante sous-préfecture de l'Aisne, je vis mes premières années agitées à 80 km plus au sud, dans une petite ville fortifiée et très prospère, baptisée Marle-sur-Seine. 2500 habitants à l'époque. Aujourd'hui, cette bourgade est toujours fortifiée, mais un peu moins prospère. Dans cette période de fin de Trente Glorieuses, deux grosses entreprises y règnent encore, chacune bien campée aux 2 extrémités de la ville, Bayer et la CFS Sucrerie, dans laquelle toute la famille Coé a gagné et passé sa vie. Grands-parents, oncles, tantes et cousins, et bien sûr mes parents. Une entreprise paternaliste faisant vivre la moitié de la ville tout en fournissant un logement à ses cadres et à ses ouvriers. Si bien que dans la rue menant à l'usine, ma rue, se succèdent des maisons occupées par les familles de collègues de mes parents. Ce n'est plus la rue du général Leclerc, son vrai nom, mais la rue de la Sucrerie. Et c'est mon décor d'enfance. De 3e partie du 2e chapitre. Marle-Plage. Décor n'est sans doute pas le terme le plus approprié, tant celui de mon enfance des guerres encombrées de considérations esthétiques. Il faut bien se représenter cette rue lunaire bordée de petites maisons ouvrières avec ça et là des silos et des cuves remplies de sirop de betterave. Et tout au bout, l'inévitable et imposante sucrerie. Charmante ambiance d'une petite ville du Nord, à laquelle il faut ajouter l'odeur prégnante de la betterave. Seulement, attention, si certains l'ont en horreur, moi j'adore cette odeur. C'est ma petite Madeleine de Proust perso. Quand je pense à mon père, je sens encore ses effluves sucrés. Il y a un peu plus d'1 an, alors que j'étais en voiture avec mon fils sur une route départementale, je me suis arrêté subitement afin de humer cette senteur âcre et doucereuse revenant flatter mes narines. Mon fils m'a sûrement pris pour un vieux débile, inquiétant. Lui trouvait vraiment que ça puait. Et pour ajouter une petite touche finale à ce décor, il faut également imaginer la rue de la Sucrerie, maculée de boue, 6 mois par an, en raison du passage incessant des camions venant décharger les betteraves. Hyper bruyant, sans compter que derrière la maison, au bout de notre potager, se trouvent les 2 voies ferrées de la gare toute proche. Pourtant, je regarde passer les trains. Oui, tout du moins je les entends. Je m'imagine dans celui de 7h20 en route pour Paris. Ça doit être génial de partir là-bas. C'est à peu près mon unique évasion en ce début de vie. Le seul élément bucolique de ce délicat décor
Et à la Germinale, où le sucre remplace le charbon, reste le Villepien coulant à proximité. Une jolie petite rivière prisée des pêcheurs, comme mon père qui a essayé vainement de nous convertir à ce sport, nécessitant patience et calme. Deux qualités que, à l'évidence, je ne possède pas. L'environnement est assez laid, j'en conviens, mais c'est mon cadre de vie. Mon univers, je le trouve normal et même sympathique, puisque je ne connais rien d'autre, étant donné que l'on ne part quasiment jamais en vacances. Pourtant, dès l'âge de 7 ans, je me jure de ne jamais faire ma vie ici, même si je m'y plais. J'ai déjà envie d'autre chose, des envies d'ailleurs. Nous entamons, la 4e partie de ce second chapitre. Papa et Maman Guy. À l'origine, mon père, je l'appelle Papa Guy, et chaudronnier. Puis, il passe contremaître grâce à ma mère, Micheline Robillard, dite Maman Guy. Elle est native du 14e arrondissement de Paris. Je crois qu'elle débarque à Marle, petite ville relativement tranquille, durant la Seconde Guerre mondiale pour se réfugier chez sa grand-mère. Après la Libération, elle y reste et y rencontre son futur mari à la sucrerie où elle officie comme secrétaire. Plus jeune, mon père semble un type à la cool qui évite les conflits, un peu comme moi, et beaucoup d'hommes dont le charme est dû à ce mélange de zénitude et de lâcheté. C'est sa femme qui le met au boulot afin qu'il étudie et devienne cadre dans l'entreprise. Guy Coé passe donc contremaître à la sucrerie. Un véritable accomplissement et un statut à Marle. Dans les années 1960, bien sûr. Cette métamorphose imposée n'est pas si étonnante quand on connaît son épouse, car elle en impose. Micheline, une vraie maîtresse femme de 1m75, très dure. J'ai bien dû la voir sourire un jour, mais sur les photos, elle n'émet jamais le moindre semblant de rictus. Je suis toujours très fier quand je vais les voir dans leur bureau. Tout le monde me dit bonjour et est très gentil avec moi. On me fait visiter la salle de contrôle qui ressemble à la cabine de pilotage d'un vaisseau de Star Wars. Il y a des gyrophares partout. Je suis un vrai passionné de gyrophares. Pour des raisons évidentes. J'ai longtemps caché cette passion. Mon père m'en offre tout le temps. Curieuse habitude. À la sucrerie, je remarque que mes parents bénéficient d'un certain respect. Surtout ma mère. Même au bureau, on semble la craindre. Ses collègues l'appellent Mimi. Mais cela ne fait pas d'elle une copine. Personne ne se risque à faire le malin devant Mimi. Et pas seulement en raison de sa position stratégique de secrétaire de direction. Peut-être s'est-elle façonné une personnalité grave et impressionnante afin de se protéger. Pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, elle peut faire flipper. Mais à la maison, c'est une épouse et une mère généreuse. Elle a toujours de petites attentions. Quand elle part en séminaire à Paris, elle n'oublie jamais de revenir avec un petit cadeau pour ses 2 hommes. J'aime bien aussi leur supérieur, Monsieur Louis Bolin, un directeur à l'ancienne façon Bernard Blier dans les films des années 1970. Il en jette en arrivant à l'usine dans sa belle DS Citroën avec son costume rayé et ses lunettes cerclées qui lui donnent un air sévère sous sa bonhomie. Dans cette entreprise, limite patriarcale, bien dans son époque Pompidou, il règne une bienveillance et une belle solidarité entre collègues. Malgré sa taille, l'ambiance y est chaleureuse, humaine, voire familiale. Les gens y font leur vie. Ici, personne ne se fait licencier par d'obscurs actionnaires en manque de dividendes. À cette époque, on ne virait pas les gens pour rien. Mieux, on leur trouvait un toit. C'était il y a 40 ans à peine, soit un siècle en termes de vie d'entreprise. Nous passons à la 5e partie de ce chapitre 2, généreux et taiseux. Un état d'esprit général généreux et bienveillant à l'image de mes parents. Car sans avoir des tonnes d'argent, ils me gâtent énormément, comme un fils unique. Preuve en est, en cet après-midi du 24 décembre où ma mère et moi nous nous promenons en ville, en passant devant la vitrine d'un Radar Junior, les premiers magasins discount, je repère un gros tank en plastique et fais une comédie pas possible pour l'avoir. D'ordinaire, je ne suis pas un gamin capricieux, mais là je crie, je pleure. Ma mère ne cède pas. À sa place, j'aurais fait pareil. Nous rentrons à la maison fâchés, surtout moi. Le soir de Noël, seulement le lendemain matin au réveil, je découvre le fameux tank parmi mes cadeaux. Maman Guy avait dû l'acheter la veille, juste avant la fermeture, alors que je méritais surtout une bonne fessée pour enfantillage et injustice. Généreux donc, mais peu démonstratif, pudique. Mes parents n'exprimaient jamais leurs sentiments. Un trait de caractère très marqué chez mon père, un grand taiseux,
comme dans toute ma famille. Pour la plupart, il s'agit de gens relativement rudes, dotés de forts tempéraments, à l'image de mon grand-père Maurice et de mon oncle Serge, jusqu'à mes cousins. Mais tous sont extrêmement gentils. Ma mère n'est pas née Coé, mais elle non plus ne vacille jamais sous le coup de l'émotion. Avec maman Guy, il ne faut pas pleurer devant les autres et ne jamais dire qu'on est triste. Il faut toujours faire bonne figure, bien se tenir et être digne. Des expressions récurrentes dans sa bouche. Cette pudeur est un atavisme familial qui me poursuit encore aujourd'hui. Je suis un handicapé des sentiments, et c'est un réel problème. J'ai du mal à verbaliser ce que je ressens réellement. D'ailleurs, dans la vraie vie, je ne suis pas plus fun que mes parents, et ce depuis l'enfance. Sans être triste, je suis loin d'être un joyeux luron. Solitaire et réservé, je reste un gamin timide. C'est tellement ancré que contrairement aux apparences, je ne suis jamais sûr de moi, jamais complètement satisfait. Cela vient certainement de la dureté de ma mère, qui dit toujours que je peux faire mieux, même quand j'obtiens un 18 sur 20 en maths. 6e partie de ce 2e chapitre. Respectueux des institutions. Concernant l'ordre, la morale, le respect de la hiérarchie et des institutions, ma mère est en effet intransigeante. Avec l'école, elle ne supporte aucune fantaisie. Mes notes, mon carnet, mon comportement, tout doit être impeccable. Il n'a jamais été envisageable de lui demander de me faire un mot en cas d'oubli d'un cahier ou d'un devoir. Et encore moins de rester à la maison pour faire l'école buissonnière si j'ai mal au ventre. Impensable. Je n'ai d'ailleurs jamais osé tenter le coup. S'agissant des formules de politesse, elle est tout aussi stricte. Combien de fois ai-je entendu ces recommandations ? Dis bien bonjour, dis bien au revoir, dis bien merci. Enfin bref, je devais me tenir bien, toujours. Comme mon père, elle possède un caractère très gaullien. Je me souviens d'une photo encadrée et exposée religieusement sur le buffet du salon, où l'on voit le général en visite à Marle et en arrière-plan, beaucoup plus petit, mes parents qui tentent de lui serrer la main. Ils sont très fiers de cette photographie. Un temps, d'ailleurs, ma mère s'est essayée à la politique, en s'inscrivant sur une liste municipale. Elle n'a pas été élue, heureusement. Elle aurait fait peur à toute l'Amérique. 7e partie du 2e chapitre, et de l'argent. Mon père, quant à lui, m'a plus inculpé le respect de l'argent et de la valeur des choses, surtout pendant les repas. Ne gâche pas. Tant que t'as pas fini ton assiette, tu ne sors pas de table. Autant dire que je passais des heures à essayer de terminer mon assiette de légumes. Je détestais ça, alors que je ne mange quasiment plus que ça aujourd'hui. Et si y a un thé où il faut bien se tenir, c'est le soir de Noël. Une vraie messe. Toujours le même rituel. Mes parents sortent des mets inconnus de notre cuisine, le reste de l'année. Du saumon fumé, par exemple. Je n'aime pas ça, mais comme j'ai l'impression que l'on me sert du caviar, je me force en me disant que cela n'arrive qu'une fois dans l'année. Item pour les bouchées à la reine. Burk. Les grandes années, on sort les escargots de Bourgogne. Un vrai luxe. Et pour arroser le tout, le nec plus ultra, la bouteille de champagne que mon père ouvre au cours d'un véritable cérémonial. Des petits luxes que l'on a un peu perdu de vue aujourd'hui. À l'instar du roast beef du dimanche, un plat de riche, des chaussures du costume du dimanche qui, en 2019, met encore ses chaussures du dimanche. Le dernier jour de la semaine. Certains dimanches, justement, mes parents nous paient un restaurant, toujours le même. Un établissement un peu minable, dénommé La Pizza. Du côté de la gare de Laon, la grande ville située à 25 km de Marne. Je n'ai jamais compris pourquoi ils aimaient y déjeuner. Quoi qu'il en soit, j'ai hérité d'eux le sens de la valeur de l'argent, du luxe et de la rareté. Si l'argent était important pour eux, il l'est aussi pour moi. Même si, gagnant en un soir de one-man show le salaire mensuel de mes parents, je sais m'accorder un peu plus de plaisir. Mon père a vraiment galéré pour gagner sa vie. Quant à moi, je gagne bien la mienne en faisant marrer les gens. J'en suis conscient, et c'est pour cela que je n'ai jamais jeté les francs, puis les euros par les fenêtres. Vous ne me verrez jamais asperger de champagne la généreuse poitrine du bimbo sur une plage privée de Saint-Tropez. Je n'ai rien contre les bimbos, mais je bois très rarement du champagne, et je déteste le gâchis. Ce serait inconcevable pour moi, car je pensais toujours à l'exemplaire unique et annuel du précieux breuvage servi par mon père le soir de Noël. J'aime bien profiter des choses de la vie avec mes proches, et modération. Je crois même être assez généreux, mais je ne supporte pas le gaspillage. 8e partie de notre 2e chapitre du livre Tu es habillé comme tout le monde mais tu ne ressembles à personne, édité chez Robert Laffont, un livre de Sébastien Coé, disponible en librairie, bien évidemment. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, merci d'être avec nous et merci de regarder le live d'Aurélie.
La 8e partie de ce 2e chapitre se nomme Marraine Christiane. L'été, avec mes parents, nous quittons Marle pour nous rendre à Royan chez Christiane, la demi-sœur de ma mère, qui est aussi ma marraine adorée. C'est elle qui, la première, m'emmène dans les grands magasins parisiens ou au cinéma voir mon premier film de super-héros. La pauvre. Ou encore à des spectacles chez elle à Royan. On a commencé par le Guignol Guérin, théâtre qui existe d'ailleurs toujours sur le front de mer. Ce spectacle me fascine, je l'ai vu des dizaines de fois. Celle qui, par la suite, est devenue une sorte de maire de substitution à distance et secrétaire de direction chez Rocas. Elle est mariée à Jean, un immigré espagnol travaillant chez Peugeot Talbot à Poissy et qui parle avec un accent à couper au couteau. Raciste comme pas deux, il dit tout le temps qu'il y a trop d'étrangers en France. Une vraie personnalité, il me faisait j'étais petit, mais dont j'ai pu apprécier la gentillesse plus tard. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un de râleur et un peu ours, je pense à mon oncle Jean et je le prends souvent en affection. Cette apparence qui me fait souvent rire cache toujours une vraie sensibilité. Vivant en région parisienne à Verneuil-sur-Seine et passant ses vacances à Royan, ce couple sans enfant offre une existence rêvée à mes yeux. Rien que le fait de venir à Verneuil est une aventure pour moi. Je dois prendre le train de Marle, puis le métro, pour rejoindre la gare Saint-Lazare du Monopoly. Pour moi, marraine Christiane et oncle Jean restent indissociablement liés à mes rares vacances. Nous entamons maintenant la 9e partie du 2e chapitre du livre qui est habillé comme tout le monde, mais tu ne ressembles à personne de Sébastien Coé, édité chez Robert Laffont. Nous sommes au chapitre Fils unique de parents uniques et à la 9e partie Vacances, on oublie. Car hormis Royan, je ne connais pas le concept. Partir pour vivre ailleurs que chez soi pendant une durée déterminée, je ne pense ne l'avoir réellement découvert qu'à l'âge de 20 ans. Leurs vacances, mes parents les occupent à entretenir le jardin, le potager, le poulailler, la maison. Ils bricolent, nettoient et rangent tout le temps. S'ils ne partent pas, c'est par choix, et non faute de moyens financiers. À cette époque encore, dans les villes rurales, on élève des animaux pour les manger. Problème, mon père est incapable de tuer une poule. C'est mon oncle, son frère, qui les zigouille en 5 secondes. Et moi, je reste là à l'admirer. Idem pour mon grand-père avec les lapins. Il possède de grands clapiers et il me demande toujours de choisir mon lapin. Il le sort et tout en discutant avec son bout de clope au bec, il lui assène un grand coup dans la tête et lui enlève un œil. Le sang coule alors dans une gamelle, tous les chats du quartier rappliquent et Pépère ôte tranquillement le petit pyjama du pauvre lapin. Cela me paraît surnaturel aujourd'hui, d'autant que je mange de moins en moins de viande. Sinon, avec mon père, nous pêchons beaucoup, même s'il doit avoir la phobie de l'eau, car il a toujours peur que je tombe dedans. Nous participons à des concours. Pour moi, ces journées n'en finissent pas. Le seul truc que je trouve grisant, c'est d'attraper les pauvres poissons. Je suis missionné pour les achever en les tapant sur le sol, puis en leur versant un dégorgeoir dans la gueule avant d'ôter l'hameçon et de les mettre dans la nasse. Pour moi, c'est une activité normale, une saine distraction, un truc d'homme, quoi. Par contre, ne me demandez plus aujourd'hui de tuer le moindre poisson. Les voyages et les vacances ne sont donc pas le truc de mes parents. Cependant, combien de fois les ai-je entendus évoquer leur voyage de noces aux Baléares? Ils y sont allés en Caravelle, l'avion qui a fait la fierté de la France dans les années 1960. Tel qu'ils me le racontent, j'ai l'impression qu'ils sont partis à Tahiti. Bon, cela paraît une destination exotique. Et surtout, c'est un pays étranger. En y réfléchissant bien, le seul endroit où ils m'ont emmené en vraies vacances, ce sont les Vosges. Mais attention, pas de folie, une semaine en été seulement. Ils adorent cette région et la choucroute. Tous les soirs, durant cette unique trêve estivale, ils en mangent. Moi, je déteste ça, tout comme les trajets en voiture d'ailleurs. Nous y allons en Citroën GS avec le volant de façon 2 chevaux, le compteur à bulles aux chiffres à quartz et la suspension hydraulique qui me rend malade. Depuis, je suis toujours malade en voiture, sauf quand je conduis et que j'en trouve la vie, y compris sur l'autoroute. Je n'ai donc pas un bon souvenir de ces trajets vers la moyenne montagne. Heureusement, j'ai toujours mon ours en peluche avec moi que j'ai gardé jusqu'à mes 20 ans. Un vrai soutien psychologique. Bien là, toi. Un vrai soutien psychologique. À Boulogne, près de
Une fois, une seule, nous traversons la France, toujours en voiture, pour nous rendre dans le sud, à Bouloris, près de Saint-Raphaël, chez le grand-oncle de ma mère, la médaille de la famille, puisqu'il a fait une brillante carrière d'océanographe aux côtés du commandant Cousteau. Ce tonton est une vraie star mythique pour moi. En plus, il a une Mercedes et une somptueuse villa. Je n'avais que 6 ans, mais je me souviens parfaitement de chaleur et de lumière intense à notre arrivée. Des pins, des palmiers, des odeurs de citron, de cigales, de vraies découvertes. Tout comme le chien que j'adore, d'autant que mes parents m'interdisent d'avoir des animaux à la maison. Vraiment le paradis sur Terre. Mais pour y accéder, quel enfer! 2 jours de voyage à l'arrière de la GS, sans ceinture sur la banquette, en sky surchauffé, je manque de vomir 1000 fois, car c'est bien là le problème, je me retiens de vomir. Un supplice. En dehors de cette courte parenthèse enchantée, les rares fois l'été, nous n'allons ni dans les Vosges, ni à Royan, chez ma marraine. Il nous arrive de passer 3 ou 4 jours au Tréport, le summum de la station balnéaire pour moi. La falaise, le téléphérique, les frites sur la jetée le soir, les bains de mer froide et les galets. C'est extraordinaire les galets, bien mieux que le sable. Et encore aujourd'hui, je ne supporte pas ces petits grains râpeux et sournois qui s'émissent partout et viennent souiller les doigts de pied. Si je dois marcher dans le sable, je sais qu'ensuite, je vais passer une plombe à l'enlever. Les galets du Tréport, très propres, me vont très bien, surtout que je porte des méduses, des sandales en plastique des pêcheurs. Je l'ai donc pas mal en marchant. En revanche, je n'aime pas trop me baigner avec. Le sable s'incruste entre les pieds et la semelle. Et le sable mouillé, c'est ce qu'il y a de pire à nettoyer. L'horreur absolue. Une sensation qui me rend fou. Rien que d'y repenser. J'en ai des frissons. Nous sommes actuellement à la 10e partie du 2e chapitre du livre T'es habillé comme tout le monde, mais tu ne ressembles à personne de Sébastien Coe, édité chez Robert Laffont, une demande d'Aurélien. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. 1h20. Ça s'appelle complètement Toc Toc, la 10e partie. À ce stade du récit, il me semble important de confesser ces petits tocs qui me poursuivent depuis l'enfance et me pourrissent la vie, comme cette phobie de la saleté. Même si au début de l'école primaire, je me bats dans l'herbe tous les midis à la sortie pour jouer. À cette époque, c'est ma mère que cela rend hystérique, car en plus d'être vert, tous mes pantalons sont troués aux genoux et elle est obligée de les recouvrir de pièces de cuir hyper rigides. Mais je ne sais quelle opération de Saint-Esprit je suis passé du rien à faire des fringues et de la saleté à la maniaquerie extrême dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, la moindre tache sur un t-shirt peut me gâcher la journée. Et le m'omnibule. Je ne peux pas m'asseoir dans le sable ni dans l'herbe de peur que cela provoque ne serait-ce qu'une micro-salissure sur mon jean. Oh, je suis pas réculo. Un convive tâche sa chemise, je fais une fixette et ne vois que ça pendant tout le repas. Je fais pareil. Bien élevé, je me lèverai pour aller la frotter. Pourtant, je ne suis pas une chochotte. Si un bout de pain tombe à terre, je peux le manger. Mais bon, je dois reconnaître que chez moi, c'est très propre. Heureusement d'ailleurs que j'ai quelqu'un pour faire le ménage. Sinon, cela me prendrait des heures tellement je suis excessif dans l'exercice. De même, j'aime que mes voitures soient propres, sinon, pas bien durant le trajet. J'ai également la phobie du bruit, ce qui est un brin gênant dans mon métier. Et paradoxal, le bruit ne me dérange pas quand je mixe en boîte de nuit, ou quand je suis sur scène. C'est dans ma vie privée qu'il gâche mon plaisir. Je déteste aller dans un restaurant où la musique est forte, car du coup, on est obligé de hausser le ton. Si jamais à table je suis entouré de personnes fortes en gueule, je n'ouvre pas la bouche de tout le repas. D'une manière générale, je parle doucement. Je ne supporte pas d'élever la voix pour que l'on m'entende. Rien que pour cela, je souffrirai au sein de ma future belle famille où le niveau sonore était très élevé. Autre toc, je ne supporte pas que l'on se tienne derrière moi. Dans aucune de mes émissions radio ou télé, vous ne verrez quelqu'un dans mon dos. Je ne veux même pas que l'on passe derrière moi. Quand je marche dans la rue avec des amis, si on ne peut pas se tenir de front sur le trottoir, je suis toujours derrière. Le seul endroit où je peux tolérer cela, c'est en voiture. Il y a des limites à ma phobie. Mais je ne peux pas tout contrôler non plus. 11e partie du 2e chapitre du livre T'es habillé comme tout le monde, mais tu ne ressembles à personne de Sébastien Coe. Plus doué à l'école qu'avec les filles. Hormis cette manie, je suis un gamin plutôt facile. Je ne me plains jamais et je trouve ma vie d'ailleurs plutôt sympa, au moins jusqu'à l'âge de 10 ans.
Et, ce qui ne gâche rien, je suis très bon élève. Toujours premier ou deuxième de la classe, derrière la très jolie et brillante Jocelyne Lebel. Mon premier amour de jeunesse, qui restera toujours à l'état d'idéal fantasmé. J'ai un gros problème avec elle, et une excuse, son père. Un grand barbu chauve en blouse grise qui me terrorise. Je ne suis pas le seul. Il est la terreur des profs de maths de mon futur Jacques Prévert demain. Avec Jocelyne depuis le CP, nous faisons toute notre scolarité ensemble, sans qu'il ne se soit jamais rien passé entre nous. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je l'ai revue il y a 4 ans quand elle est venue à mon spectacle de Lille avec ses parents, et donc son père, mais sans sa blouse grise. Étrangement, je les ai repérés dans la salle dès mon entrée en scène. Après le show, j'étais très ému de leur parler dans la loge. Eux ne le semblaient pas moins que moi. Mon deuxième amour de jeunesse n'est pas une plus grande réussite. Sonia Grandin. Ah, Sonia Grandin. La vraie jolie petite blonde des teen movies américaines. La plus belle fille du collège. La chef des pom-pom girls courtisée par tous les jeunes coqs. Sonia Grandin, c'était ça. Mais à Marle, qu'est-ce qu'elle me fait courir, moi qui ne suis pas sportif? Car bien évidemment, elle a toujours su qu'elle me plaisait. Là encore, je ne suis jamais parvenu à mes fins, même si j'ai tenté toutes les techniques d'approche, le copinage, l'aide aux devoirs, les bagues, la drague à la piscine ou dans les bus lors de voyages scolaires, en vain. J'ai même joué au confident. Un jour, elle m'avoue avoir roulé des pelles à son petit copain du moment. Elle me dit ça à moi. Quelle tortue. Au moins, j'ai compris la signification de cette drôle d'expression, rouler des pelles. Le même jour, j'ai appris une autre formule avec une autre fille qui me demandait si je voulais sortir avec elle. Je n'en voyais pas trop l'intérêt étant donné que nous étions déjà dehors. Et ce n'est pas de l'humour de ma part. Double et physique en une seule journée. Quoi qu'il en soit, à l'instar de nombreux petits picards et d'autres jeunes français de ma génération certainement, je connais mes premiers émois grâce au catalogue La Redoute. Je le compulse principalement chez la sœur de mon père, à Montigny. J'y passe des heures pendant que les adultes discutent et boivent d'un coup dans le salon sans me prêter attention. J'y ai découvert l'existence des portes Jartel. Il s'agit aussi du seul magazine accessible où l'on peut voir des gamines de 20 ans porter des gaines. Car La Redoute a rendu la gaine sexy. Oui, madame. Je me souviens aussi des globes. La jeune femme préposée mannequin à la douche, la plus belle forcément, se met sur la poitrine en guise de lave-scie. Je ne vois pas trop à quoi cela sert, mais bon, je suis fasciné. Une véritable éducation sensuelle par correspondance. J'aurais pu décrocher mon CAP lingerie féminine dès l'âge de 8 ans. Mais bon, afin de ne pas passer pour l'obsédé sexuel de base et pour faire redescendre cette tension érotique insoutenable, je dois préciser que je suis également très attiré par les pages hi-fi du dit catalogue. Je rêve de tous ces appareils modernes, alors que nous, à la maison, ne disposons que d'un malheureux électrophone pour écouter les disques de fanfare le dimanche matin. À l'éducation transmise par ma mère, je suis respectueux de mes professeurs de l'école primaire Jules Ferry. En CE1, ma maîtresse s'appelle Madame Cocu. Un nom qui, forcément, fait rire les enfants. Mais juste le temps qu'elle se présente, car, avec sa blouse grise de la même couleur que son chignon strict, elle fait vraiment peur. Cette femme est d'une dureté et d'une sévérité implacables. Ce n'est qu'à la fin de l'année, lorsque l'on participe à des jeux de société, que nous finissons par la trouver. Je me souviens aussi de Monsieur Langlois, Madame Cellier, de bonnes pattes, qui m'aimaient bien parce que je suis en tête de classe. Quant au directeur de l'école primaire, Monsieur Rigaud, il a souffert de polio étant gamin. Aussi marche-t-il de façon un peu bancale. C'est un grand barbu, costaud, qui chaque matin écrit la pensée du jour, souvent farfelue. Il enseigne en classe de CM2 et a toujours fait croire aux élèves qu'il a une machine à saucisson dans son bureau afin d'y passer les mauvais éléments. Une terrible légende entretenue par beaucoup dans l'établissement. Même les grands confirment que chaque un élève disparaît. Élité, malgré sa grosse foi, Monsieur Rigaud est un homme adorable, même s'il peut aussi avoir la large main leste. Comme d'autres instituts de cette époque d'ailleurs. Pour ma part, je n'ai jamais eu à en souffrir et pas seulement grâce à mes bons résultats. Nous nous aimons bien, je crois. Lui aussi est venu assister à mon one-man show à Marle. À cette occasion, nous réalisons donc mon ancienne école, un reportage pour VSD, au cours duquel il me tombe dans les bras en pleurant d'émotion. Juste 2 ans avant son décès. Nous sommes actuellement à la 12e partie de ce 2e chapitre. Qui est comme tout le monde, mais tu ne ressembles à personne, un livre de Coé, édité aux éditions Lafon,
et nous sommes au chapitre 2 qui s'appelle « Fils unique de parents uniques ». Et cette 12e partie s'appelle « Et la haine de l'école ». Cependant, Nému échoue à me faire aimer l'école. J'y suis en réelle souffrance, un mal-être pour un bien qui est sans doute moteur, car je n'ai qu'une hantise, redoubler et faire une année de plus. Je préfère bien travailler, ne pas me faire remarquer afin que cela passe vite et sans effort. Aujourd'hui, ma fille ne me croit pas quand je lui affirme que je n'ai jamais été collé de toute ma scolarité. C'est pourtant vrai. Angoissé de nature, je me rends malade et je ne dors pas de la nuit quand, par exemple, je prends mon petit carnet de vocabulaire. Une terrible crise de panique, jusqu'à ce que Monsieur Rigaud, le lendemain matin, me voyant arriver en pleurs, accompagné de mon père inquiet pour moi, me dise « Mais c'est rien, ça, tu vas le retrouver !» Ces états d'appréhension débile me poursuivent encore. Je me mets souvent dans des états pas possibles pour pas grand-chose. En fait, je crois que ce qui me déplaît le plus à l'école est la vie en communauté. Je n'aime ni le groupe, ni la collectivité. Il est vrai aussi que lorsqu'un match de foot s'organise, je ne suis jamais pris. Cela me rend malade à chaque fois, alors qu'au fond de moi, je sais que j'ai trouvé tendance à rendre une situation plus grave qu'elle ne l'est en réalité. Si je ne suis pas invité à jouer, c'est parce que bien souvent, ils ont assez de participants et que je ne suis pas très bon. Mais pour moi, cela signifie surtout qu'ils ne m'aiment pas. Au final, je préfère rester seul, c'est plus simple, où je me contente de mes 2-3 bons copains, sachant que je ne suis pas chef de bande, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Vous écoutez la lecture du livre « T'es habillé comme ton monde, mais tu ne ressembles à personne », un livre de Sébastien Coe, édité chez Robert Laffont. Nous sommes au chapitre 2, « Fils unique de parents uniques », et à la 13e partie de ce 2e chapitre. Je veux faire comme eux plus tard. À vrai dire, la seule activité dans laquelle je m'investis à l'école est l'organisation du spectacle de fin d'année. C'est la seule fois où je peux me démarquer. Aussi, en fin de CM1, j'imagine monter un spectacle de marionnettes comme au Guignol Guérin de Royan. Parade astucieuse, car timide, et déjà un peu complexé, je peux rester planqué derrière mes personnages et le petit théâtre. J'ai toujours fonctionné par mimétisme et admiration. Plus tard, voir la troupe du petit théâtre de Bouvard, tourner toujours à Royan, me donnera envie de monter sur les planches et de jouer avec eux. Ces jeunes acteurs de moins en moins inconnus qui font rire tout le monde en ayant l'air de s'amuser me scotchent. Quel souvenir! D'autant que je récupère un autographe de Mimimati et du regretté Yvan Burger. Je ressens le même désir devant le spectacle de Patrick Sébastien, puis celui de Dorothée qui passe dans le cadre de la tournée d'été de RMC, présentée par Jean-Pierre Foucault. Je sors de là fasciné. Je trouve incroyable d'être sur scène avec une telle qualité de son et toutes ces lumières. J'envie toutes ces personnalités, dont la vie doit être forcément extraordinaire. Plus ça va, plus je sens que c'est ça que je veux faire. Mais comment y parvenir? Je n'en ai pas la moindre idée. Même si je subodore que la scène, le spectacle peuvent rendre la vie plus belle. Ma première télé. 13e partie du 2e chapitre de T'es habillé comme tout le monde, 14e, mais tu non à personne. Comment? 14e, non Peut-être 14e, oui, c'est possible. Ouais. C'est à cette époque, vers l'âge de 8 ans, que j'assiste à ma première émission de télé en tant que spectateur. Mon père m'accompagne dans le bus affrété par la sucrerie, direction Paris, afin d'assister à Dimanche Martin. Après 2 heures de voyage où je suis surexcité, nous arrivons au théâtre de Vampire qui, à la télévision, me paraissait gigantesque, alors qu'en réalité, il est assez petit. Nous sommes venus voir 2 de mes émissions préférées, Incroyable mais vrai et L'école des fans, avec Dalida, à qui je suis allé faire un bisou en fin d'émission. Je reste là, aussi fasciné par toute la mécanique de ces émissions, surtout par les coulisses. Ainsi, devant notre télé, on n'imagine pas qu'il y a partout des panneaux lumineux où clignotent applaudissez. De même, j'admire l'aisance de Jacques Martin face aux caméras. À chaque fois, hors antenne, un assistant arrive sur scène afin de lui allumer une cigarette. La salle est plongée dans le noir et on ne distingue que le mégot incandescent. Puis, la lumière revient. Jacques Martin rend la clope rapidement et si vous revoyez les images d'archives, vous constaterez que lorsqu'il reprend, il est entouré d'un léger halo de fumée. Je regarde partout, y compris un monsieur assis au 2e rang qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jacques Martin avec 10 ans de plus. Aurait-il un frère jumeau? Je n'ai jamais vérifié. Toujours est-il que dans le bus du retour, je me répète tous les quarts d'heure, c'est ça que je veux faire.
mais pas tout à fait comme Jack Martin, que je trouve déjà un peu trop présentateur. Même processus d'identification en écoutant Coluche sur Europe 1, seul, en cachette. Grâce à Bouvard et lui, je m'imagine déjà un avenir à la radio. Ah, Coluche, ouais, c'est clair que... Exactement. Nous allons terminer sur cette 15e partie, déjà, de ce chapitre 2 de Cole. En attendant sans peur, mais non sans reproche, et cette partie du chapitre s'appelle le plus gros beat de ma vie. Il me faut monter sur ce spectacle de marionnettes à l'école, comme je me suis engagé à le faire, je suis inconscient. La veille du jour J, je ne sais toujours pas quelle histoire je vais bien pouvoir raconter. J'ai mes marionnettes, mon théâtre, et c'est tout. Alors j'invente n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, illustré par un langage très fleuri et beaucoup moins châtié qu'un banal spectacle de guignol pour enfants. Heureusement que je ne vois pas le public. Encore un trait de caractère qui me poursuit aujourd'hui. Pas le fait de dire n'importe quoi, encore que, mais celui d'initier des idées sans vraiment les mettre en forme moi-même. Je n'écris jamais rien, sauf quelques bribes sur des post-it. Heureusement que j'ai des auteurs. J'ai toujours eu un problème de concentration qui me freine au moment de me mettre réellement et concrètement au boulot. Je sais, cela ne va pas avec mon côté bon élève. Néanmoins, je témoigne d'un enthousiasme intarissable. J'ai toujours beaucoup d'envie. Je peux même me bousiller la vie en ne pensant qu'à ça. Mais à partir du moment où j'ai l'occasion de les réaliser, cela ne m'amuse plus du tout. Ou alors, quand je commence, je ne termine pas. Cela dit, même en improvisant, je réussis à faire rire l'assistance avec mes marionnettes. Je réalise qu'une histoire un peu limite peut plaire, plus qu'un spectacle normal de guignol. Le classicisme et la bienséance est parfait pour une certaine frange de la bonne société. Mais dans la vraie vie, il est possible d'atteindre un public plus large si l'on ose aller plus loin et plus fort. Il y a donc un truc à creuser. Aussi, en CM2, je décide de me mettre seul en scène en adaptant une bande dessinée de Gaston Lagaffe. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mon père m'aide à fabriquer une estrade en guise de scène. Le jour de ma représentation unique et exceptionnelle, une petite centaine de personnes prennent place dans la cour de l'école. Seulement, à l'issue du sketch, il ne doit en rester que 2. Mes parents. Cela demeure le plus gros bide de ma vie. C'est le premier extrait du livre « T'es habillé comme tout le monde ne ressemble à personne », édité chez Robert Laffont. C'est un livre de Sébastien Coé que je vous invite à lire en intégralité. On continue demain du coup ou pas? Mais nous continuerons quand vous le souhaitez. Oui, je pense que nous pourrons continuer demain, effectivement. Et bon, puis, on continuera demain, alors c'était chaud. Et puis bien sûr, il y aura plein d'autres livres à lire également et que je vous inviterai à venir découvrir, bien évidemment. Voilà, des livres en tout cas que je vous conseille pour Noël. Je te jure, t'as refait ma soirée. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, je te jure, je pense que je suis pas le seul, mais... J'en rajoute une couche avec mes livres que je vous conseille. 3 livres, que je vous conseille pour Noël, si vous avez envie d'offrir. Les chroniques, pour ceux qui ont beaucoup de culture, non, c'est une blague. Pour ceux qui possèdent de la culture radiophonique, je vous conseille le livre de François Morel, Je n'ai encore rien dit, des chroniques écrites entre 2017 et 2019, illustrées par François Bouc, paru aux éditions France Inter, disponible sur franceinter.fr et en librairie. À vous signaler également Georges et les secrets de l'univers, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, disponible aux éditions PKJ. C'est un livre de Lucie et Stephen Hawking. Stephen Hawking étant un grand physicien et Lucie étant sa fille, sachant que lui était atteint d'une grave maladie puisque malheureusement décédé aujourd'hui. Et puis évidemment, Scully Fourberie de Derek Landy, l'un de mes livres préférés all time. Je pense que si je relisais maintenant, j'aurais plus la même accroche qu'avant, parce que je suis moins porté. Je suis moins porté sur ce genre de littérature actuellement. Mais je vous le conseille quand même. Scully Fourberie, le tome 1 de Derek Landy, disponible bien évidemment. Alors actuellement édité par Gallimard. Et il y a 5 tomes en tout que je vous conseille tous bien évidemment.
Et je me permets de vous rappeler le classico, comme je vais l'appeler. Je vais vous conseiller un livre par soir qui s'appellera le classico, que je vous conseille juste ici. C'est le Cid. C'est donc de Corneille et c'est une pièce de théâtre à lire absolument. Corneille le chanteur ou un autre Corneille? Plutôt de Corneille. Ah, Si Corneille le chanteur s'appelle Corneille, c'est que il y avait ce Corneille-là. En vrai, je sais pas si tu peux essayer de te procurer le livre de Corneille le chanteur justement. Tu sais quand il parlait de son enfance au Rwanda là. Oh là là putain. Le livre de Corneille, donc, qui s'appelle Le Cid, a été publié en 1970. Ah non, bah c'est pas le même. Non. Et donc plein de lectures à vous conseiller. Si vous souhaitez évidemment retrouver tous ces conseils de lecture, je vous invite à regarder sur le site. Alors si vous êtes dans, je le rappelle encore une fois, hein, pour finir là-dessus, on va finir là-dessus. Merci beaucoup à ceux qui ont envoyé des messages pour nous, c'est très gentil. Ouais, grave, merci. Qui veulent le cesser de m'entendre parler, il suffit de cliquer sur la croix et je ne parlerai plus. Mais bah c'est bien simple. Le mec qui a mis ça, je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait, mais je l'ai masqué la vidéo. Bam, bam. Dès qu'il y a un truc, j'ai dit, dès qu'il y a un commentaire comme ça dégage. Quand il va s'en rendre compte lui-même. On s'en fout. Alors, et bien sûr, tous ces livres seront à retrouver si vous souhaitez. D'ailleurs, je vais vous inviter à envoyer un message pour ceux qui restent. Et si vous aimez la lecture, si vous aimez un petit peu lire, si vous aimez vous cultiver avec des livres, je vous invite à mettre aussi vos idées de livres, si vous avez envie de... Ouais, parce que là, on va en faire longtemps des lives, je pense. C'est pas fini. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Philippon. Je vais m'endormir apaisé. Bien écoute, je suis content que tu t'endormes. Ah ouais, là, moi aussi, là, je te jure, je pars coucher, je dors direct. Hein. Obligé. J'espère en tout cas que cela vous a plu. Et nous recommencerons, bien évidemment, certains jours de la semaine, peut-être pas tous. Mais vous faire un petit live le soir pour potentiellement vous présenter quelques œuvres de littérature, quelques autres nouveautés ou autre chose. J'en ai plein sur mon ordinateur que je peux... J'en ai plein que je peux vous présenter. Alors n'hésitez surtout pas à me conseiller aussi les livres que vous souhaitez regarder. Bienvenue dans la petite librairie sur la petite librairie de la nuit. C'est ça, bah, on va l'appeler comme ça le live. Ouais. La librairie de la nuit. La petite librairie de la nuit. Et dans la petite librairie de la nuit, demain, attention, sélection de demain. Alors, Anaël, est-ce que tu es là? Oui, je t'écoute. Ah, parce que je t'entendais plus. Mais oui, c'est bon, je peux rien entendre. J'allais chercher les livres, justement. D'accord. Alors, dans la petite librairie de demain soir, je vous proposerai de découvrir, évidemment, vous vous en doutez, le classico du soir. Et demain, ça sera Cyrano de Bergerac. Je vous en lirai un extrait. Je pense qu'on lira le plus connu. Et comme ça, ceux qui ne le connaissent peut-être pas, qui ne l'ont jamais lu, en tout cas, tout le monde en a forcément entendu parler, mais je vous proposerai de le découvrir demain en audio. Pour essayer pour vous faire une petite idée. Alors malheureusement, je suis tout seul, donc il n'y a pas beaucoup de personnages, mais je promets que ça sera très bien, et ça sera c'est une très belle lecture de toute façon. Ah mais franchement, t'es très bon toi, en littérature, hein. Vraiment, je pourrais même te mettre sur le live des talents. Franchement. Mais ça va. Mais voilà, donc évidemment Cyrano de Bergerac, des non-Rostand. Laurent Ruquier, avec Radiographie. Son livre est édité en France par Albin Michel. Pardon, Le Cherche Midi, pardon, qu'est-ce que je peux dire, moi. C'est édité par Le Cherche Midi. Et c'est un livre qui s'appelle donc Radiographie. C'est la biographie de Laurent Ruquier qui raconte de son coming out jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut rien dire d'ailleurs en français, le jour d'aujourd'hui, vous le remarquerez aisément. Bah si, parce que moi je dis tout le temps ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, mais ça veut rien dire. Et ça a été édité en 2013, voilà. 2014, précisément, pardon. Et c'est disponible encore sur le site www.cherche-midi.com. Si vous voulez vous le procurer, c'est un livre aussi qui est disponible sur la Fnac, Amazon. Mais toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, pas en livre audio, mais en tout cas, si vous souhaitez le voir en livre papier, il est disponible en livre papier. Et je rappelle, très important,
c'est que tous ces livres sont également disponibles, pour la plupart, dans vos librairies. Et vos librairies, certes, sont fermées, mais il y a actuellement le Click and Collect, et vous pourrez donc, évidemment, retrouver tous ces livres aussi en Click and Collect. Alors, peut-être pas tous, hein, je vous avoue que il y a certaines sélections que je fais qui sont sûrement pas disponibles, notamment tous les livres anglais ici, eux ne sont disponibles que dans des librairies de Londres, donc vous ne pourrez pas les trouver sur internet en Click and Collect, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, le livre de Sébastien Coé, le livre de Sully Forbury, dur à trouver actuellement, donc préféré Amazon. Celui-là, par contre, vous pourrez le trouver aisément en librairie. François Morel, vous pourrez le trouver que aux éditions France Inter. Le livre de Ruquier, pareil, vous pourrez le trouver que principalement sur les grands sites de vente en ligne, Amazon et la Fnac. Et par contre, Cyrano de Bergerac, bien évidemment, toutes les librairies, ils y sont encore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les Click and Collect. Et si vous habitez en Radio Occitanie, vous tapez dans mazone.region.fr et vous tomberez sur la plateforme de vente en ligne qui rassemble tous les commerces d'Occitanie. Il n'y aura pas que des librairies. Vous pourrez même acheter vos fruits et légumes. Voilà. Waouh, pas mal, pas mal. Et du coup, demain, on se refait, donc après 1 heure, hein, une petite lecture de Sébastien Coé. Et bah oui, on va faire demain. Alors attends, demain quel jour sommes-nous Voilà. Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Demain, on le fera à 23h. Ok, bah... Ah ouais, parce qu'il y a l'émission Talent, du coup, à 23h. Bah, puis on fera une petite pause. Ou alors, je fais ça un peu plus tôt. De toute façon, je pense pas que ça prendra encore... Tous les soirs, du coup, c'est ça? Comment? Il y a une émission Talent tous les soirs? Alors, pour l'instant, je fais tous les soirs entre 21h30 et 1h. Et je verrai les jours, en fait. Donc, je prendrai 2 jours dans la semaine. Donc là, cette semaine, je vais faire tous les soirs. Mais je prendrai 2 jours dans la semaine où vraiment, là, il y a beaucoup d'ampleur. Et ces 2 jours-là, je les garderai. Donc, je pense plus le vendredi et le samedi. Mais bon, on verra bien. Très bien. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, pour la petite librairie de la nuit. J'espère que ces mots vous auront détendu. J'espère que vous êtes très détendu. J'espère que vous allez pouvoir vous endormir rien qu'au son de ma voix. Bah là, j'ai le cigare au bord des lèvres. Donc, je vais aller chier. Et après, je vais aller dormir. Allez, on se lâche. Ça y est, il est 1h du matin, on se lâche. Et pouvoir évidemment nous retrouver dès demain en pleine forme. Et je vous invite également à aller sur mon Instagram pour vous permettre de peut-être retrouver aussi d'autres points d'intérêt qui colleraient avec les miens. Mais peut-être pourriez-vous être intéressé par ce que j'aime également. Et puis je vous mets aussi des conseils de lecture dans mes stories Instagram. Et je vous mets également des petits conseils si vous voulez commencer. Si vous n'êtes pas un très grand lecteur, ne lisez pas directement le livre de Coé. Ne lisez pas directement Cyrano de Bergerac. Préférez des livres plus cool. Comme celui-ci. Comme Georges et les secrets de l'univers. Celui-là est très simple à lire. Il a été écrit très très bien. Il a été très facile. Il y a aussi plein de fiches techniques pour vous expliquer au fur et à mesure du livre qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que vous avez dedans, qu'est-ce qui serait peut-être intéressant d'évoquer. Voilà. Donc je vous le conseille énormément. Et la petite librairie va vous consacrer pendant les prochains jours, en tout cas pendant les prochains jours de diffusion, à vous inciter à acheter justement en Click and Collect et à éviter le plus possible, même si je le sais c'est impossible d'ailleurs, quasiment le quart de mes livres ne peuvent pas être achetés en Click and Collect, mais je vous invite en tout cas à vous rendre sur les plateformes de Click and Collect qui ont mis en ligne beaucoup d'épiceries, de librairies, pardon. Et je pense que ça pourra vous satisfaire pleinement. Voilà. Bah merci à toi Naël, c'est un pur bonheur, je pense que pour les oreilles de tout le monde ici. Donc, avec plaisir, et puis bah à bientôt. Bah demain du coup. Et puis je vous invite à aller faire un petit tour, sur tous ces livres. Donc si vous voulez aller les voir, aller les écouter, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous donner un petit peu envie de les lire. Alors j'en ai lu que des extraits de quelques-uns. Je vous avoue que ça serait mieux si je faisais un petit peu chaque livre chaque soir, mais bon, on verra. Mais en tout cas voilà. En tout cas je vous invite à aller voir tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Celui de Coé, franchement tu l'as super bien lu et ça m'a donné envie de voir la suite demain. Eh ben écoute,
Voilà, une série audio qu'on peut vous proposer. Alors bon, j'ai évidemment pas, il faudra pas venir me taper sur les doigts, mais je n'ai pas demandé les autorisations à Robert Laffont, évidemment. Voilà, mais en tout cas, on peut le faire entre nous, il n'y a aucun souci. Bah oui, Bonne pas de souci. bonne nuit Philippe, bonne nuit à tous ceux qui ont regardé le live ce soir. À Steph aussi qui doit s'être endormi derrière son téléphone parce que comme elle répond plus, à mon avis elle a dû s'endormir. Dempsey aussi, Dempsey officiel que j'ai pu voir sur un live il y a quelques jours. J'ai fait un coucou aussi. Pierre Philippon, merci d'avoir été là également. Et puis évidemment, bah, on aura la chance de pouvoir se retrouver dès demain pour d'autres lectures. Effectivement. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous de me suivre depuis 21h30 d'ailleurs. C'est super gentil. Je vous souhaite à tous une super bonne nuit, une super bonne soirée. Annelle, je te remercie beaucoup d'être venue. C'est super chouette. Bah, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain, 21h30 les amis. À bientôt.